Pendant des années après la disparition d'Alyssa Turney en 2000, on a cru qu'elle avait simplement fugué pour commencer une nouvelle vie loin de sa famille et de son père prétendument violent. Mais la sœur d'Alyssa était convaincue qu'il y avait quelque chose de plus derrière la disparition soudaine de l'adolescente. Elle a lancé des pétitions, elle a insisté et elle a mené l'enquête pour trouver des réponses. Mais alors qu'elle s'approchait de la vérité, tout s'est effondré sous ses pieds. Alyssa est née à Phoenix, en Arizona, en avril 1984 de Barbara et Stephen Strom, mais le couple a divorcé alors qu'elle n'avait que 3 ans. Peu de temps après, Barbara a épousé Michel Turney, père de 3 enfants, et il a adopté à la fois Alyssa et son frère Jean. Le couple a ensuite eu un enfant ensemble, Sarah, qui avait 5 ans de moins qu'Alyssa. Tragiquement, quand Alyssa avait seulement 9 ans, sa mère est décédée d'un cancer du poumon. Cela a laissé Turney élever les enfants seuls. Mais à cette époque, les 4 enfants aînés avaient quitté la maison, ne laissant qu'Alyssa et Sarah dans la résidence familiale de Phoenix. À l'adolescence, la relation qu'Alyssa entretenait avec Turney est devenue tendue. Elle se plaignait auprès de ses amis qu'il était strict et surprotecteur, et qu'il avait même installé des caméras de surveillance à l'intérieur de la maison. Dans une interview que Turney a accordée à ABC News, il a été révélé que, en plus de tout cela, le beau-père d'Alyssa était connu pour interroger les parents de tous ses nouveaux amis et obligeait l'adolescente à signer des contrats. Il a également été noté que les amis d'Alyssa ont décrit comment Turney la rabaissait et la faisait se sentir stupide, l'insultant souvent. Il a été découvert que, dans un enregistrement téléphonique, on pouvait entendre Turney la traiter de garce. Alyssa rêvait de partir en Californie après avoir terminé le lycée, et malgré l'emprise étroite que Turney avait sur elle, elle a réussi à commencer à se forger sa propre vie, en travaillant à temps partiel dans un restaurant rapide et en rencontrant un garçon avec qui elle a commencé à sortir. Alyssa a été vue pour la dernière fois le 17 mai 2001. C'était le dernier jour de sa première année au lycée Paradise Valley, et elle a assisté aux cours tôt le matin. Vers 11 h, elle est passée dans la classe de son petit ami pour lui dire qu'elle partait plus tôt et que Turney venait la chercher. Selon Turney, il a emmené la jeune fille de 17 ans déjeuner ce midi-là, avant qu'ils ne se disputent, puis il l'a déposée à la maison vers 13 h. Plusieurs heures ont passé avant que les autorités apprennent la disparition d'Alyssa. Turney les a informés qu'elle s'était enfuie, après que lui et Sarah ont trouvé une note où elle annonçait partir en Californie voir sa tante. Cependant, il est à noter que l'adolescente est partie sans emporter ses affaires personnelles, laissant vêtements, bijoux, maquillage, téléphone portable et voiture. Des années plus tard, Sarah dira aux gens « Je n'étais pas inquiète, j'avais l'impression qu'elle allait revenir. Je ne pense pas que l'idée qu'elle soit partie pour toujours m'ait jamais traversé l'esprit. » Dans une autre interview, elle a dit que le comportement de son père ne lui semblait pas étrange, mais qu'il était en retard pour la récupérer à l'école. Ce jour-là, elle est allée chez une amie et l'a appelée de là-bas pour qu'il sache où elle était. Sarah a ajouté que la seule chose qu'elle avait remarquée d'inhabituel, c'est qu'elle avait fumé des cigarettes avec son amie, et c'était la seule chose que son père détestait qu'elle fasse. Depuis que Barbara était morte d'un cancer du poumon, elle savait qu'elle sentait la cigarette quand elle montait dans la voiture de son père, mais il n'a pas bronché. Il n'a jamais rien dit. Sarah a expliqué que Turney était préoccupée, paniquée, parce qu'Alyssa ne répondait pas à son téléphone. Elle a noté « Mon père a toujours voulu savoir où était Alyssa et ce qu'elle faisait. Mon père était souvent affolé à propos d'Alyssa. La police n'a pas enquêté le jour où Alyssa a disparu, même si certaines sources rapportent qu'ils ont classé son dossier comme une disparition. Ils n'ont ni interrogé Turney, ni fouillé la maison, ni insisté pour obtenir des réponses, même après que sa tante a signalé qu'elle n'était pas arrivée en Californie. De plus, son compte bancaire, qui contenait 1 800 $, est resté intact après sa disparition. Turney a dit aux enquêteurs qu'environ une semaine après sa disparition, Alyssa l'avait appelé depuis une cabine téléphonique à Riverside, en Californie, et l'avait insulté avant de raccrocher. Il n'y a pratiquement pas eu d'enquête immédiatement après la disparition d'Alyssa,
et son dossier n'a connu aucune avancée pendant les 5 années suivantes. Puis, en 2006, un détenu d'une prison de Floride s'est tourné vers un gardien à proximité et lui a montré une photo d'Alyssa. Il l'avait prise dans un numéro de USA Today déclarant « Je l'ai tué ». L'homme s'appelait Thomas Simer. Il avait été arrêté en 2000, un peu de temps après la disparition d'Alyssa, à Gray, en Géorgie, où il avait été surpris en train de conduire le véhicule d'une femme récemment assassinée. Le corps de la victime, Sandra Goodman, âgée de 30 ans, avait été retrouvé la veille. Elle avait été étranglée et poignardée à mort, et son cadavre avait été coincé sous un lit de motel à Fort Lauderdale. Heimer a ensuite été reconnu coupable de son meurtre et condamné à la prison à vie. Les enquêteurs n'ont jamais pu élucider l'affaire ni découvrir pourquoi Heimer avait tué. Mais 3 ans après le début de sa peine, il a commencé à écrire des lettres aux enquêteurs de la police, affirmant avoir tué plus de 20 personnes au cours de sa vie, décrivant en détail comment il s'y était pris. Après avoir affirmé avoir tué Alyssa en 2006, il a déclaré aux autorités qu'il l'avait étranglée dans un hôtel et démembré son corps dans une baignoire avant de jeter les restes dans un centre de recyclage. Les enquêteurs de Floride se sont envolés pour interroger Heimer dans les jours qui ont suivi sa confession, mais ils n'ont pas cru à son récit. Plus précisément, sa version d'Alyssa ne correspondait pas à celle qu'on leur avait décrite. Par exemple, il affirmait qu'elle était accro à l'héroïne. Heimer a finalement admis avoir tué une femme comme il l'avait décrit, mais il doute qu'il s'agisse de la jeune fille de 17 ans disparue. Même si l'histoire de Heimer était fausse, ces infos ont remis l'affaire Alyssa sous les projecteurs. Et en conséquence, plusieurs de ses amis se sont manifestés pour parler avec les enquêteurs. Ils n'avaient pas été interrogés en 2001 lorsqu'elle a disparu, mais maintenant ils voulaient parler aux détectives de leurs soupçons concernant Michelle Turney. Le petit ami d'Alyssa à l'époque, Jan Lockman, leur a dit qu'elle lui avait confié une fois que son père adoptif l'avait agressée sexuellement. Ses amis ont raconté des histoires similaires, et Alyssa avait même avoué à une enseignante lorsqu'elle avait environ 9 ans. Un article de NBC News a fait remarquer que l'enseignante n'a jamais signalé l'information parce qu'Alyssa l'a ensuite nié à nouveau. Presque immédiatement, lorsque l'enseignante a confronté Turney, il a rejeté les allégations, affirmant que sa fille croyait que le sexe, c'est quand les gens s'embrassent. Bonne nuit. Fait notable, seulement 1 an avant la disparition d'Alyssa, Turney a appelé les services de protection de l'enfance pour les avertir que sa fille pourrait faussement prétendre qu'il abusait d'elle sexuellement, sur la base des informations qu'ils avaient recueillies auprès de ses amis. La police a tourné son attention vers Turney, qu'il pensait avoir abusé sexuellement de sa fille adoptive et peut-être l'avoir tuée pour la réduire au silence. D'après tous les témoignages, Turney n'avait jamais coopéré avec les enquêteurs de Phoenix, laissant Sarah jouer le rôle d'intermédiaire. En décembre 2008, elle a reçu un appel de la police lui faisant part de leur dernière théorie. Sarah a expliqué qu'elle a découvert, lors de cette conversation, l'existence d'un demi-frère ou d'une demi-sœur, enfant d'une femme avec qui Turney était en couple entre sa première épouse et Barbara. Sarah se souvient cependant qu'il était difficile de croire la police à ce moment-là. Elle a décrit son père comme généreux et serviable, notant que si ses amis avaient besoin d'essence ou d'argent, il les aidait, et comment il aidait toujours les gens du quartier pour les réparations. Après l'appel téléphonique avec Sarah, les autorités sont arrivées à la maison Turney, ont mis un ruban de police autour de la résidence et ont évacué les voisins proches. À l'intérieur de la résidence, l'équipe de déminage de la police de Phoenix et le bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs ont fouillé la maison à la recherche d'engins artisanaux. Ils ont récupéré plus de 28 bombes artisanales ainsi que 19 fusils d'assaut de gros calibre chargés, 2 silencieux faits main et une camionnette remplie d'essence. Turney a été arrêté peu de temps après, alors qu'il portait un couteau, 2 armes à feu chargées et 7 chargeurs de munitions. De plus, à l'intérieur d'un coffre-fort dans la maison, ils ont découvert un manifeste de 98 pages intitulé « Journal d'un fou » que Turney avait lui-même rédigé. Il tentait d'expliquer pourquoi il était si bien armé, et il en avait fait plusieurs copies qui étaient adressées à différents médias. Selon les rapports, Turney travaillait comme électricien dans les années 1980, mais il avait été ce qu'il appelait un lanceur d'alerte. Après avoir dénoncé des conditions de travail inutilement dangereuses, il affirmait que cela avait poussé le syndicat, la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, à lui en vouloir. Et il a allégué que le syndicat avait envoyé des assassins après Alyssa qui l'ont enlevé et tué avant de l'enterrer à Desert Center, en Californie. Il a ensuite affirmé qu'il avait tué ces 2 assassins par la suite.
Le manifeste de Turney se terminait par un plan opérationnel où il conduirait une camionnette remplie d'explosifs dans la salle du syndicat. Bien que ce rebondissement ait surpris tout le monde, il restait des éléments à découvrir. Les enquêteurs ont trouvé plusieurs contrats faits maison. L'un était daté de 1999 et affirmait que Turney n'avait jamais abusé sexuellement d'Alyssa, signé par l'adolescente. Parmi les objets importants découverts dans la maison figuraient des cassettes VHS, principalement des films maison et des images de surveillance. Elles étaient généralement toutes centrées sur Alyssa, certaines la montrant même en train d'embrasser son petit ami. Les autorités ont constaté que tous les appels téléphoniques de la maison étaient enregistrés, mais malgré cela, rien n'existait. Depuis le jour où l'adolescente de 17 ans avait disparu, il n'y avait aucune vidéo ni aucun enregistrement de l'appel téléphonique que Turney aurait soi-disant reçu d'Alyssa à Riverside. Une semaine plus tard, en juin 2010, Turney a été condamné pour possession illégale de bombes artisanales et a écopé de 10 ans de prison fédérale. Il a purgé 7 ans avant d'être libéré. Sarah a cessé de parler à son père après son incarcération. Mais à sa sortie, il a été contacté par la journaliste Ottavia Zappala pour son podcast Missing Alyssa lors d'un appel téléphonique diffusé dans le podcast. Turney affirme qu'il n'a jamais eu l'intention de nuire à la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, mais qu'il comptait mettre fin à ses jours, pour sensibiliser à la disparition d'Alyssa. Il a également affirmé que les bombes artisanales n'étaient que des feux d'artifice. À cette époque, Sarah a confronté Turney en lui demandant s'il avait tué sa sœur. Turney lui a dit que pour connaître la vérité, elle devait le voir sur son lit de mort. Plus tard, ils se sont retrouvés dans un café pour discuter directement. Mais elle se souvenait surtout de son agressivité et de sa colère quand elle ne répondait pas à ce qu'elle appelait une manipulation émotionnelle. La conversation s'est conclue lorsque Turney lui a dit qu'il lui donnerait toutes les réponses honnêtes qu'elle voulait sur son lit de mort et tout avouerait. Si l'État acceptait de lui administrer une injection létale sous 10 jours, ce n'était pas un lapsus. Il a fait 2 déclarations distinctes sur les conditions de son aveu. Mais la police a dit à Sarah que cela ne prouvait rien. Il n'avait pas de corps et il n'avait aucune preuve. Ils l'ont encouragé à obtenir un maximum de couverture médiatique, ce qui l'a poussé vers Internet, et a lancé une pétition pour que son père soit inculpé en lien avec la disparition de sa sœur. Elle a recueilli plus de 100 000 signatures. Sarah est également apparue dans des podcasts et sur des chaînes YouTube consacrées au true crime, a lancé plusieurs pages sur les réseaux sociaux au sujet de sa sœur et a même lancé son propre podcast en 2019 intitulé « Voix pour la justice ». Ses vidéos TikTok au sujet de sa sœur ont recueilli des millions de vues. Finalement, en août 2020, Turney a été arrêté et inculpé d'un seul chef d'accusation de meurtre au 2e degré pour la mort d'Alyssa. Lors d'une conférence de presse sur l'arrestation, l'avocat du comté de Maricopa a salué les efforts de Sarah pour avoir fait avancer l'affaire vers la justice, déclarant « Sarah Turney, votre persévérance et votre engagement à obtenir justice pour votre sœur Alyssa sont la preuve de l'amour d'une sœur. Grâce à cet amour, la lumière d'Alyssa brille encore à travers les histoires et photos que vous avez partagées avec la communauté. » Le procès de Turney a commencé en juillet 2023, mais après 6 jours de témoignages de témoins, y compris des policiers, le petit ami d'Alyssa à l'époque et sa sœur, la défense a déposé une requête en acquittement en vertu d'un article de loi de l'Arizona qui stipule que le tribunal doit prononcer un jugement d'acquittement s'il n'existe aucune preuve substantielle pour soutenir une condamnation. La défense a soutenu qu'il n'y avait aucune preuve matérielle qu'Alyssa était morte, ni aucune preuve que l'accusée était impliquée, en supposant qu'elle était décédée. Le juge a finalement donné raison à la défense et a rejeté toutes les charges contre Turney. Il a été libéré de détention en juillet 2023. Sarah a exprimé sa déception face à l'abandon des charges, mais elle a réaffirmé sa conviction que son père est responsable de ce qui est arrivé à Alyssa le jour de sa disparition. De son côté, Turney a affirmé qu'il était innocent. Il a tenté de lancer une chaîne YouTube, mais il semble qu'elle ait été supprimée. Selon les informations, dans une vidéo, il aurait dit vouloir laver son honneur avant de mourir et ajouter avoir été piégé pour la disparition d'Alyssa. Après avoir prétendument révélé de la corruption au sein de la police de Phoenix, il avait également prévu de lancer un podcast et d'écrire un livre, selon Sarah. Le Phoenix New Times a rapporté qu'en janvier 2024, il avait intenté un procès contre la police et les procureurs du comté, alléguant une détention injustifiée et une violation de ses droits. Il n'y a pas que Sarah qui pense que son père est coupable.
L'un de ses fils, James Turney, s'est également exprimé ouvertement sur sa conviction que Turney a fait du mal à Alyssa. En s'entretenant avec NBC News, il a décrit que sa sœur avait été soumise à un contrôle coercitif, avec des tactiques comprenant l'intimidation, la surveillance et des abus psychologiques. Il se souvenait que Turney traitait Alyssa de stupide et disait qu'elle n'était pas très intelligente, et il a décrit son père comme un maître manipulateur. Dans un autre cas, une caméra cachée dans une bouche d'aération a permis à Turney de voir sa fille adoptive embrasser un garçon avec qui elle n'était pas en couple. Il a ensuite dit à son petit ami qu'elle le trompait. Turney était également connu pour lui rendre visite régulièrement sur son lieu de travail et la filmer depuis sa voiture. Un détective de police a noté que Turney avait admis arriver plusieurs heures avant la fin de son service pour s'assurer qu'elle ne quittait pas les lieux avec quelqu'un d'autre. James estimait que l'accusation n'avait pas fait assez pour relier entre eux les comportements abusifs de Turney. Il a remarqué que les caméras de vidéosurveillance chez lui étaient vues comme une curieuse habitude, non comme un abus. Il estime que sans un expert pour expliquer au jury comment fonctionne le contrôle coercitif, l'affaire n'aboutirait jamais, a-t-il déclaré. Arrêtez de mentionner des choses individuelles et isolées. Vous devez les relier, vous devez montrer que cela se produisait tout au long de sa vie. Ce n'était pas une mauvaise décision parentale prise une seule fois. James soupçonne que la raison pour laquelle son père aurait pu tuer Alyssa, c'est qu'elle voulait quitter la maison de Turney et emménager avec lui à la place. Il se souvient, elle ne supportait plus de vivre avec mon père, elle avait peur de lui. Turney continue de clamer son innocence, disant à Dateline « Je n'ai aucune idée d'où se trouve Alyssa, vivante ou morte. » Et voilà les faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et spéculations, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.